Labdien. Je voulais pour commencer remercier les organisatrices et organisateurs de ce séminaire qui nous ont réunis aujourd'hui afin d'évoquer le destin du patrimoine dévasté, oublié et perdu de la Première Guerre mondiale, conflit dont nous célébrerons le centenaire dans quelques mois. Et je tenais à ouvrir cette communication par l'extrait d'un article de presse de Gaston Deschamps, paru le 28 novembre 1914, dans le journal Le Temps. Il rentre en fait à peine d'un séjour dans l'est de la France, est qui est déjà à cette époque envahi, et il décrit dans les termes suivants le village de Gerbet-Villers. À présent, les toits de tuiles sont défoncés, les charpentes ont été arrachées, les murailles sont criblées de trous béants. On dirait qu'une rafale de fer et de feu a passé sur toute la contrée, cassant les arbres çà et là, décoiffant les maisons, tuant bêtes et gens au hasard de la rencontre. Ces dégâts, ce sont les traces que laissent les Allemands lorsqu'ils sont en fuite. Des 3 fabriques de broderie sur tissu, il ne reste plus rien. L'hospice, l'orphelinat ont disparu, l'usine électrique n'est plus qu'un amas de briques à peine refroidi. Tout est silencieux dans ce désert de ruines. Cette vision évoque le souvenir de Pompéi après l'éruption du Vésuve, mais ce que nous voyons ici, ce ne sont pas les ravages de la nature aveugle et sourde. C'est l'effroyable malfaisance d'un dessein prémédité de longue date, préparé, voulu par une barbarie savante. Les bombardeurs et les incendiaires de Gerbet-Villers ont appris leur métier dans les laboratoires et dans les séminaires des universités d'Outre-Rhin. Fin de citation. Il s'agit là en fait d'une condamnation sans appel des agissements de l'armée allemande qui, dès le mois d'août 1914, au moment de l'invasion de la Belgique et de la France, s'en prit aux représailles, aux villages comme à la population civile. Alors, sachant que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas très bien la France, je vous ai glissé une carte où apparaît en rouge la frontière de la Belgique jusqu'aux Vosges et où apparaît en vert l'entrée des troupes allemandes à partir du mois d'août. Et puis vous avez en gris toutes les zones qui seront finalement les zones les plus dévastées de France. Pour revenir à ce village de Gerbet-Villers, pour mémoire, ce village fut pillé et incendié entre le 24 août et le 27 août 1914, et il restait 20 maisons habitables sur 450 après le passage des Bavarois, et 60 habitants moururent lors de ces journées d'août 1914. Ce témoignage, ponctué d'éléments descriptifs, résume ce que dénonce avec force la presse française et alliée dès le début de la guerre, la destruction des monuments et des villes et des villages qui sont autant d'obstacles à l'avancée des troupes allemandes. Traces d'incendie, maisons éventrées sous l'effet de la mitraille, désolation, cadavres, tous les ingrédients sont réunis ici pour dénoncer les atrocités culturelles commises à l'encontre du patrimoine français. Pour autant, cette guerre contre le patrimoine a-t-elle vraiment eu lieu? Ou pour le dire autrement, le patrimoine a-t-il été un objectif de guerre? S'est-il agi, comme le laissa entendre la propagande, d'une guerre dans la guerre, d'une guerre contre les monuments, visant la destruction de la culture française, en clair d'un anéantissement programmé, réfléchi du patrimoine? Pour le comprendre, je reviendrai pour commencer sur la notion de patrimoine et ce qu'elle sous-tend en France à la veille de la guerre de 14, puis je verrai les mesures prises pendant le conflit pour protéger et valoriser les édifices et la manière dont les vues de monuments dévastés furent montrées pendant la guerre. Dans le temps qui m'est imparti, c'est-à-dire 20 minutes, il est impossible d'aborder toutes les spécificités du patrimoine français dans la guerre. Et j'ai donc choisi de m'en tenir au seul patrimoine architectural et de me limiter au patrimoine artistique, religieux et public. Et je pense que dans la conversation, nous pourrons revenir sur le patrimoine mobilier et des musées notamment. Alors, qu'en est-il, pour commencer, de la notion de patrimoine avant la guerre de 14 ? Il faut en fait attendre la période révolutionnaire pour voir surgir en France, dans le langage courant, la notion de monument historique, et le XIXe siècle va voir se construire peu à peu un sentiment patrimonial. Au moment de la Révolution française, avec la nationalisation des biens du clergé, le 2 novembre 1789, il revient à l'Assemblée constituante de choisir parmi les monuments et les œuvres devenues propriété publique ceux qui méritent d'être conservés et transmis aux générations futures. L'Assemblée prescrit alors le recensement et le tri des œuvres et crée le 16 décembre 1790 la commission des monuments historiques chargée d'élaborer les premières instructions et les premiers inventaires. Avec la Révolution française, c'est donc l'idée d'un héritage culturel commun qui émerge
Et les destructions, comme les mesures de conservation des monuments prises pour des raisons d'art et d'histoire qui en découlent, vont enclencher un processus patrimonial qui n'aura de cesse tout au long du XIXe siècle de se construire. Le patrimoine devient donc peu à peu ce par quoi les Français se reconnaissent, le symbole de la mémoire et de l'unité nationale, et il rassemble les biens matériels ou non dans lesquels se trouve symbolisé l'essence de la collectivité et son identité. Et pour la première fois se pose la question de leur devenir. En 1837, la commission des monuments, qui s'était entre-temps étoffée, devient commission des monuments historiques, et le nouveau service a pour mission de classer les édifices et d'entreprendre les travaux de conservation. Ceci pouvant aller de la simple réparation à la rénovation totale d'un bâtiment. Les édifices médiévaux sont les premiers à bénéficier de cette politique de conservation. Et cette remise à l'honneur du Moyen-Âge s'inscrit en fait dans un double programme culturel et politique. Les romantiques y voient le creuset de la civilisation française, et d'autres, comme l'historien Guizot, l'essence du libéralisme avec les libertés communales. Les initiatives de sauvegarde et de recensement du patrimoine sont facilitées par la naissance presque concomitante de la technique photographique, et celle-ci permet en fait de produire des fonds documentaires fiable par rapport au dessin ou par rapport aux autres instruments de reproduction graphique. Et dès cette époque, elle devient donc, cette technique photographique, très prisée pour conserver le patrimoine, et elle le sera aussi pendant la guerre de 14. Il y a une première mission héliographique qui est organisée en France en 1851 et qui entend dresser dans 46 départements l'inventaire par l'image des monuments menacés en vue de leur restauration. La commission des monuments historiques n'est cependant pas la seule à s'intéresser à la photographie, et le comité des travaux historiques, qui dépend, lui, du ministère de l'Instruction publique, manifeste aussi à l'égard de la photographie un intérêt, et cela se traduit par la création d'un service photographique d'enquête qui est encore actif dans les premiers mois de la guerre de 14. Le XIXe siècle voit donc s'affiner les théories à propos de la restauration des monuments, et notamment à propos du devenir des ruines. Et pour simplifier, ces théories opposent d'un côté les partisans du rétablissement complet du monument, dont le chef de file est Viollet-le-Duc, de l'autre les partisans de la conservation des monuments, de l'abstentionnisme résolu, comme Ruskin, pour qui toucher un monument revient à le trahir, et le restaurer, prononcer un mensonge. Et entre les deux, une tendance se dessine, certains prônent tout de même une restauration conservatoire, une reconstitution, des travaux confortatifs en somme, comme Camille Auboiteau, et d'autres, tels Aloïs Riegel, proposent une restauration au cas par cas, ce qui prend en fait en considération la valeur d'ancienneté du bâtiment. On a donc une notion du patrimoine qui se consolide et qui se concrétise progressivement, et l'idée d'un patrimoine à vocation collective, c'est-à-dire commune aux citoyens, mais aussi à vocation privée, fait son chemin tout au long du XIXe siècle et est bien ancré à la veille de la guerre de 14. Dès lors, ce sont les signes de cette appropriation réussie qu'il faut rechercher dans la mobilisation autour du patrimoine pris pour cible dès le début de la guerre de 14. Mais avant cela, il est bon de revenir sur les mesures de protection prévues par la législation internationale en cas de conflit. Alors en octobre 1907, se tient à La Haye la deuxième conférence de la paix qui aboutit à la signature d'une convention qui entre en vigueur en juillet 1910. Et cette convention reprend et révise les textes adoptés lors de la première conférence de La Haye de 1899 sur la guerre sur terre, ainsi que ses annexes. Les dispositions des deux conventions de La Haye et les règlements annexés font partie en fait du droit international coutumier et lient les États signataires, à savoir la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les empires allemands, austro-hongrois, mais aussi ceux qui ont ratifié la Convention de 1899. Et dans les annexes de 1907 figure le règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qui évoque plus particulièrement les mesures à prendre en cas de guerre et en cas à propos des bâtiments, et que je souhaitais vous résumer. Premièrement, l'emploi abusif des armes et des projectiles est interdit, c'est l'article 22. Ensuite, la destruction ou la saisie des propriétés ennemies sont interdites, article 23. L'attaque et le bombardement des villes et des villages non défendus sont interdits, article 25.
L'attaque et le bombardement des édifices publics et artistiques sont interdits, sauf en cas de nécessité militaire et à condition que le bâtiment ne soit pas employé à un but militaire et qu'il soit visible. Article 27. Et enfin, le pillage des propriétés est interdit, c'est l'article 28. Et une sanction pécuniaire est même prévue en cas de violation de ces règlements. À la veille de la guerre de 14, le patrimoine est donc en France une affaire d'identité. Il désigne un héritage culturel constitué de bâtiments, constitué d'objets, dégradables, sujets à l'usure du temps, des hommes, et aussi soumis à des règles et à des conventions internationales visant à sa protection en temps de guerre. Qu'en est-il maintenant de ce patrimoine architectural et a-t-il été une cible pendant la Première Guerre mondiale ? Dès 1914, le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts envisage les premières mesures de protection pour les édifices qui sont situés dans la zone des combats. Et des mesures sont prises contre l'artillerie sans qu'il n'y ait véritablement de plan établi à l'échelle nationale. Localement, en fait, au cas par cas, on évacue ou pas, on protège ou pas, et sont avant tout concernés les monuments artistiques et religieux nationaux. L'urgence est plutôt le déplacement des œuvres susceptibles d'être pillées ou incendiées et le retrait des échafaudages en bois posés avant-guerre en vue de restauration, comme par exemple à Reims, et bien sûr l'évacuation des populations civiles. La législation, en fait, ne permet pas à l'État d'intervenir sur le droit des communes et chaque grande ville, Lille, Nancy, Reims, Besançon, etc., est invité à organiser l'évacuation de ses propres musées. Et Reims, par exemple, au début, refuse le transfert de ses collections. Donc on s'attache à protéger quand on le peut. Les mesures prises se résument à des déplacements temporaires d'œuvres et à la pose dans les cathédrales de sacs de terre. Je vous ai mis ici l'exemple de la cathédrale d'Amiens et de sa protection. Et à Amiens, on avait également prévu de placer dans les combles de la cathédrale de l'eau en prévision des incendies probables. À Soissons, par contre, où des travées de la voûte haute de la nef s'étaient effondrées, les dégâts étaient impossibles pour l'instant à réparer puisque les Allemands étaient à portée de tir, à peine 1800 mètres de portée de tir. Les préfets et les architectes en chef des monuments historiques, qui sont encore en fonction, donc qui ne sont pas partis en direction de Paris, sont chargés, à partir du 15 septembre 1914, d'effectuer des inspections. Et la délégation de la Commission des monuments historiques se rend, par exemple, le 27 septembre 1914 à Reims, le 29 septembre à Soissons, le 31 octobre à Senlis, peu après les premiers bombardements de ces villes, pour constater les dégâts et pour envisager des mesures de protection. Après chaque visite, ils étaient tenus d'envoyer un rapport accompagné d'une fiche avec le nom du département, le nom de l'édifice, la mention du classement, l'époque de construction, la particularité du bâtiment, les dégâts subis, etc., etc. Des photographies de l'état des monuments étaient aussi prises par le service des Beaux-Arts et à partir de 1915, le relais a été pris par le service photographique de l'armée française qui est créé à cette époque-là. On a une section spécialisée attachée au ministère des Beaux-Arts qui est créée en 1916, ainsi qu'un atelier de moulage dans l'intention de collecter sur le terrain ce qui peut subsister des monuments martyrisés, ce sont les mots de l'époque, et en prévision de la réédification des monuments détruits après la guerre. Des fouilles sont également entreprises parmi les ruines pour retrouver et rassembler les fragments d'architecture et de sculpture des monuments historiques ayant un intérêt artistique. Alors à partir de 1915 va se poser la question des ruines de guerre. Que faut-il en faire? Faut-il envisager de conserver des monuments artistiques détruits après la guerre? Des quartiers de villes en ruine qui seraient une sorte de leçon de choses pour les générations à venir, pour éviter l'oubli. Cette question fait l'objet de discussions et de propositions dans la presse, mais aussi au sein des administrations en charge du patrimoine. Certains proposent de conserver en l'état les édifices ayant souffert de la guerre, d'autres au contraire de les réparer ou de les reconstruire dans leur état antebellum. Entre ces deux extrêmes, on songe à la possibilité de préserver quelques monuments éloquents en témoignage du vandalisme allemand, et c'est finalement cette dernière tendance qui l'emportera après la guerre.
En 1917, la Commission des vestiges et souvenirs de guerre est instituée pour étudier justement le classement et la conservation des vestiges de guerre et procéder à une première reconnaissance dans les régions accessibles et nouvellement libérées, notamment l'Oise et la Somme. Et c'est l'autorité militaire qui est chargée en fait de la protection des édifices retenus en attendant la fin de la guerre. Alors pour faciliter le classement des futurs monuments et objets, l'administration des Beaux-Arts prépare un projet de loi afin que les vestiges et souvenirs de guerre puissent être classés monuments historiques après la guerre. Une liste de vestiges à conserver pour leur intérêt éducatif et historique est donc constituée, puis examinée par la commission des vestiges qui effectue alors un premier tri. Et cette liste sera constamment réévaluée jusqu'aux années 20, montrant toute la difficulté à faire un choix parmi les monuments, lesquels retenir et lesquels ne pas retenir. Alors, comme nous l'avons vu au début de cette communication, le patrimoine architectural a contribué au XIXe siècle à forger l'idée de nation, et la destruction du coup de celui-ci pendant la Première Guerre est perçue comme une remise en cause des fondements de la nation française et comme une volonté d'anéantir sa culture et ses valeurs. Et ceci éclaire l'instrumentalisation spontanée, dès le mois d'août 14, des atteintes portées au patrimoine, puis son orchestration à partir de 1915 par le ministère de la Guerre. Alors ce sont avant tout les édifices civils, cultuels, et en particulier les monuments historiques qui ont fait l'objet d'une levée de boucliers quand ils étaient touchés par les projectiles allemands. Et les bombardements de la ville de Reims que vous apercevez ici, de septembre 14, marque en fait un tournant, et jusqu'à la fin de la guerre, on va assister à une dénonciation de ces atteintes portées à la pierre et qu'on qualifie de crimes, à la constitution d'une liste de victimes qui s'allonge au fil des mois. Donc nous avons ici Reims, Notre-Dame de Paris, les Halles d'Ypres ici, le beffroi d'Arras, la basilique d'Albert, etc., etc. Jour après jour, en fait, la destruction s'affiche en grand dans la presse, sous forme de titres chocs et d'images aux légendes accusatrices. De nombreux articles dénoncent les bombardements des monuments, et le 7 septembre 1914, le journal La Croix en arrive à la conclusion suivante: ils veulent nous vaincre par la destruction. Et les images de ruines vont, dans la presse illustrée, s'afficher, circuler sous forme de cartes postales, et sont même exhibées dans des expositions photographiques. Ces vues appuient en fait un discours anti-allemand qui aide à la mobilisation des populations, qui justifie l'entrée dans la guerre, qui cherche aussi à convaincre les pays neutres de la justesse de cette guerre, et elle contribue à maintenir tout au long de la guerre une mobilisation des esprits jusqu'à la fin. Les mêmes lieux, les mêmes monuments sont montrés, tandis que des coins du front totalement épargnés ne sont jamais montrés. Et rien n'est fait pour distinguer les ruines des bombardements français, des bombardements anglais et des bombardements allemands. Et en clair, les Allemands, d'après la propagande, sont responsables de toutes les destructions. Alors, quand on met bout à bout toutes ces vues de ruines, toute cette production d'images, de dévastation, on comprend mieux comment ces représentations ont construit l'idée fictive, mais vécue comme telle, d'une France détruite. Après l'armistice, ces vues de monuments bombardés servent également à justifier les demandes de réparation subies lors des discussions préparatoires au traité de Versailles en 1919. Et elles sont aussi sollicitées pour lever des fonds et continuer à sensibiliser aux problèmes des régions dévastées françaises qui manquent en fait cruellement de moyens. Alors en guise de conclusion, je voulais rappeler que la sensibilité au patrimoine collectif, né et développé au XIXe siècle, explique au début de la guerre de 14-18 non seulement les réactions et les dénonciations virulentes des artistes et des intellectuels français à l'égard de l'armée allemande, mais aussi l'instrumentalisation des représentations d'édifices en ruine dans la presse et par le ministère de la guerre. Alors cette instrumentalisation du patrimoine aida à la construction de l'image d'un ennemi dit, entre guillemets, barbare, destructeur de la civilisation, représentant de la culture, et par là même contribua à la mobilisation des populations au début de la guerre et tout au long de celle-ci. Il n'y eut pas pour autant de guerre contre le patrimoine, mais plutôt une guerre des images.
Et les uns utilisèrent ces images comme preuve accablante, contribuant à légitimer la violence d'une guerre devenue nécessaire pour défendre un pays assiégé, et les autres avancèrent ces preuves en images pour soutenir un discours montrant qu'à l'inverse de ce que racontait la propagande française, ils préservaient le patrimoine dans les régions qu'ils occupaient, et les véritables destructeurs étaient en fait les Français et les Anglais. Il n'y eut pas non plus de guerre contre les édifices religieux, c'est-à-dire que le débat fut certes porté par les intellectuels, mais il n'y a pas eu plus de volonté de s'acharner que de volonté d'épargner les églises. Les clochers, comme vous vous en doutez, comme les beffrois, les moulins, sont des points élevés et ont constitué des cibles pour les artilleurs des deux camps, un repère utile pour aligner et recadrer les tirs. L'existence de listes de monuments à abattre, comme on le trouve parfois mentionné, n'a été finalement qu'une rumeur. Et dès le mois de décembre 1918, l'État français et les collectivités durent faire face aux premières urgences et principalement la reprise de la vie économique conditionnée par le relogement des réfugiés qui rentraient dans des secteurs bien souvent dangereux et marqués par la guerre. Du coup, la question de la préservation ou non des ruines devint secondaire. Et elle se posait surtout dans les grandes municipalités et pour certains édifices civils et cultuels très exposés pendant le conflit. De nombreux villages ne furent jamais reconstruits ou furent déplacés ou fusionnèrent avec d'autres communes et tout un patrimoine local disparut irrémédiablement par la même occasion. Les grands édifices nationaux, la cathédrale de Reims, de Verdun, le beffroi d'Arras par exemple, furent finalement reconstruits à l'identique. Et rares furent les édifices artistiques laissés en état de ruine pour préserver la mémoire de la guerre. Des églises furent laissées en ruine, comme par exemple les tours du Mont-Saint-Éloi dans le Pas-de-Calais ou celle de l'église de Montfaucon de la Meuse. Beaucoup de châteaux ne furent jamais rebâtis, soit qu'ils appartinssent à des propriétaires privés, soit comme dans le cas de Coucy-le-Château, parce que la reconstruction à l'identique aurait été beaucoup trop onéreuse. La préservation des vestiges de guerre concerna plutôt des éléments paysagers qui furent plus tard réaménagés en mécropole, comme ici par exemple la nécropole de Lorette, réaménagés en mémorial comme ici le mémorial canadien de Vimy. Quelques structures isolées, comme par exemple des blocos, ont été aussi conservées de cette guerre. Et enfin, les forts, bien souvent, ont également fait l'objet d'un classement. Et le temps acheva le plus souvent de faire disparaître finalement les bâtiments qui n'étaient pas reconstructibles. Paldien, et merci beaucoup pour votre attention.